Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne principale. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler d'un sujet qui me passionne, hein, vous le savez si vous me suivez sur les réseaux, tout ce qui concerne la parentalité, côté éducatif, voilà, les neurosciences, tout ça c'est un sujet qui me passionne beaucoup, j'en parle aussi pas mal sur les réseaux. Bien sûr, vous avez compris que le titre était un petit peu ironique, hein, puisque la question une recette pour l'éducation parfaite, la réponse est je crois qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de recette, et heureusement, sinon ce serait bien triste. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je vous en ai jamais parlé sur cette chaîne principale, mais je tiens un podcast en fait sur la parentalité qui s'appelle Le Nid. Je suis l'hôte du podcast et je reçois à chaque fois une ou deux personnes sur un sujet précis. Il y a déjà plusieurs épisodes qui sont disponibles, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien où vous avez tous les épisodes avec tous les liens. Voilà pour le petit blabla du début. Je vais commencer donc la vidéo et le sujet que j'avais envie de traiter, vous dire un petit peu comment je suis venue à vouloir vous parler de ça. Au début de mon cheminement vers la parentalité, j'avais ce truc là de vouloir avoir des recettes, des tips, des astuces sur comment réagir face à telle situation. On entend beaucoup de trucs dans la parentalité positive, bienveillante. Voilà, ces mots que j'essaie de plus trop employer parce que je trouve que c'est vraiment très à la mode et qu'on y fourre un peu tout et n'importe quoi. Au début de mon cheminement, au début de mes lectures, au début de ma prise de conscience, quand j'ai voulu vraiment m'intéresser à tous ces sujets-là, je me suis retrouvée face à une problématique où je me suis dit oh là là, mais là qu'est-ce que je ferais dans cette situation où j'assiste à ça, comment moi est-ce que j'aurais réagi, et je cherchais en fait des réponses un peu toutes faites à coller sur des situations. Et petit à petit j'ai complètement déconstruit cette façon de penser et je me suis dit que ça ne servait à rien en fait de chercher une recette pour telle ou telle situation et qu'il y avait tout un travail beaucoup plus profond à faire. Et depuis que j'aborde tous ces sujets là sur les réseaux sociaux, dans mes vidéos, sur les réseaux Instagram, etc., je reçois beaucoup de questions de ce type en me disant mais comment faire face à cette situation, comment faire quand mon enfant il tape, comment tu aurais réagi face à ça, voilà, vraiment chercher des astuces entre guillemets. Et comme je vous disais, je comprends totalement parce que j'étais exactement dans la même optique il y a quelques temps et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous parler de comment est-ce que j'en suis arrivée à ne plus chercher ce genre d'exemple, ce genre d'astuces et comment j'arrive à trouver mes propres ressources en fait et à ne plus chercher voilà, la recette parfaite pour telle ou telle situation. Je le rappelle à chaque fois quand je parle de ces sujets-là, mais je parle de mon expérience, de ce qui résonne en moi, je ne détiens absolument pas la vérité. Si vous faites autrement, ça veut pas dire que c'est mal. Je trouve que tous ces sujets-là sont très riches parce qu'on partage ensemble et qu'on échange ensemble. La première chose, et je vous en parlais dans l'introduction, c'est qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette pour face à telle situation, il n'y a pas de recette pour réagir de façon bienveillante, il n'y a pas de recette pour être complètement voilà, sans violence, sans non-VO, etc. Chacun chemine à son rythme. Il y a des personnes qui vont aller beaucoup plus vite dans leur questionnement, dans leur raisonnement et à qui ça va paraître évident, et d'autres qui auront besoin de plus expérimenter, d'avoir d'autres supports. Il y en a qui ont besoin de lire beaucoup, il y en a qui ne lisent pas du tout. Il n'y a pas non plus de phrases toutes faites face à une situation. C'est vrai qu'on me demande souvent qu'est-ce que je pourrais dire à ce moment-là, qu'est-ce que tu me conseilles d'employer comme mot, et bien sûr il n'y a pas de vérité, chaque enfant est différent, chaque parent est différent en fonction de vos propres limites, de votre propre perception des choses, de la façon dont vous avez été éduqué. Voilà, ça peut soulever beaucoup de choses en vous. Il y a des parents qui seront beaucoup plus énervés ou beaucoup plus face à leurs limites dans telle ou telle situation et d'autres à l'inverse ça leur fera ni chaud ni froid et ils arriveront à se contrôler entre guillemets et à gérer voilà ce qu'ils sont en train de traverser face à leur enfant par exemple qui est dans une tempête émotionnelle ou voilà. D'ailleurs très souvent quand on voit les parents interagir avec d'autres enfants, ils réagissent pas du tout de la même façon que quand on interagit avec notre propre enfant parce que ça ne renvoie forcément pas les mêmes choses. La première chose qui m'a beaucoup aidée, c'est d'accepter d'y aller petit à petit. On peut pas tout changer d'un coup, on ne peut pas tout appliquer du jour au lendemain. Je pense que vraiment c'est un cheminement qui se fait, comme je vous disais, chacun son rythme et ça sert à rien de comparer en fait par rapport aux autres. Sur Instagram on voit beaucoup de comptes où on s'imagine que tout est parfait, qu'il n'y a jamais de dérapage, qu'il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre, mais bien sûr que ça arrive quand on est dans ce cheminement vers une parentalité non violente, vers une parentalité respectueuse et que nous-mêmes on n'a pas vécu ça. Ça arrive forcément d'être confronté à ses propres limites, d'être confronté à notre propre vécu, et l'important c'est d'en avoir conscience, de savoir qu'on peut s'isoler à ce moment-là pour voilà, se retrouver, respirer un bon coup, revenir en étant plus serein. Et nous en tant qu'adultes on a cette capacité là que les enfants n'ont pas, de prendre du recul, de gérer ce qui est en train de se passer et de prendre sur soi. Je sais que c'est très difficile parce qu'encore une fois quand on n'a pas été forcément accompagné quand on était enfant à gérer nos émotions, à gérer ce qui se passait en nous, à gérer ces tempêtes émotionnelles, c'est difficile de les gérer pour notre petit, notre enfant
et voilà, ça nous renvoie aussi à nos propres expériences, mais c'est pas irréversible. Et moi je sais que depuis que je fais ce cheminement là, dans la vie en général, même quand je suis pas du tout dans mon cercle familial, ça peut être dans les relations professionnelles, j'ai ce recul là et j'essaie de plus en plus voilà, de me poser, de prendre une grande respiration, de ne pas être tout de suite dans l'énervement. Ça m'aide en fait au quotidien aussi à gérer mes propres émotions face aux situations de la vie en fait. Dans les moments où les situations nous échappent, ou quand notre enfant vit une émotion très forte ou une tempête émotionnelle, ou quand il a un comportement qui nous semble à nous adultes déplacé, moi ce qui m'aide beaucoup c'est de réfléchir en termes de besoin. Quel est le besoin? Parce qu'un enfant a toujours un besoin derrière, voilà, une demande qui peut nous paraître à nous déplacée, ou un comportement qui peut paraître inadapté, ou des mots qui peuvent paraître inadaptés, une émotion qui peut paraître voilà, surdimensionnée. Ça cache toujours un besoin, et pas forcément un besoin qui paraît évident. Ça va au-delà de manger, boire, changer la couche et être câliné. Ça peut être un besoin de présence, ça peut être un besoin de se défouler, ça peut être un besoin de contact, ça peut être un besoin de jeu. Vraiment chercher en termes de besoins, je sais que moi ça m'aide beaucoup. Gaspard il a 15 mois, il commence vraiment à exprimer ce qu'il ressent. Là il a un nouveau mot, c'est le pas. Donc quand il veut pas, il le dit clairement pas. Il exprime qu'il ne veut pas. Donc il ne veut pas s'habiller des fois, il ne veut pas changer la couche, alors que nous on voit que la couche pourrait être changée. Il exprime le pas quand il a pas non plus envie d'aller dormir ou qu'il est pas fatigué. On sent qu'il commence à être dans une phase où il a besoin d'exprimer ce qu'il ressent, d'être reconnu dans ses besoins en fait. Et valider le besoin, moi j'ai vu déjà à son âge, et pourtant il est encore petit, que ça a désamorcé complètement une situation. Quand par exemple des fois il va se mettre à la porte, il va taper fort sur la porte, il va crier parce qu'il a envie de sortir, qu'il n'arrive pas à l'exprimer autrement. Quand on lui dit je comprends que t'as envie de sortir, je comprends que t'as envie d'aller t'amuser dehors, on va mettre les chaussures, le manteau, déjà on sent que ça désamorce parce qu'il a été compris. Et quand on cherche en termes de besoins en fait, on se rend compte que les demandes de nos enfants sont vachement plus légitimes entre guillemets, parce qu'on porte un autre regard. Et j'en viens au deuxième point que je voulais aborder, le regard sur son enfant, c'est-à-dire comment est-ce que je le perçois. Ce n'est pas un mini adulte, ce n'est pas un mini moi, il a ses propres facultés, et quand je change de lunettes face à la situation qui est en train de se passer, j'arrive à comprendre encore une fois quel est le besoin derrière, quelle est sa demande et comment je peux au mieux y répondre. Il y a une illustratrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Fanny Vella qui a toute une série d'illustrations sur justement ce changement de regard, avec des situations qu'on voit très couramment dans la relation parent-enfant et qui sont transposées à la relation de couple en fait. Donc ça va être je vais te déposer chez quelqu'un que tu connais pas sans te dire où je vais, sans te dire quand je reviens, voilà ce genre de situation, ou alors je vais te forcer à finir ton repas, voilà ce genre de situation très classique de l'éducation traditionnelle entre guillemets, j'aime pas trop ce terme mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, et de les transposer sous un autre regard, ça permet de voir les choses différemment et de se dire mais en fait avec un autre adulte je ne fonctionnerai pas du tout de la même façon. Il s'agit pas de dire qu'un enfant est un adulte, pas du tout, puisque comme je vous disais tout à l'heure, l'adulte a des capacités que l'enfant n'a pas du tout, genre prendre sur soi, gérer ses émotions, et encore il y a plein d'adultes qui n'y arrivent pas forcément. Mais tout ça pour dire que le regard qu'on porte sur une situation, ça peut nous aider nous à nous mettre dans l'empathie, à nous mettre dans l'accompagnement et à valider ce qui est en train de se passer, le besoin de son enfant, et de valider la demande qu'il y a derrière en fait. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé dans ce cheminement quand je cherchais justement, comme je vous disais, des recettes toutes faites, des phrases toutes faites, de me dire ok là je vais pas chercher une recette toute faite, je vais pas chercher la citation numéro 12 de mon livre, voilà page 32, mais je vais m'adapter à la situation, je me mets à sa hauteur, je change de regard, qu'est-ce qui est en train de passer, qu'est-ce que lui peut vivre à l'intérieur. Toujours dans les 4 clés qui m'ont aidé, le côté connaissance. Avoir connaissance de ce qui se passait à l'intérieur de mon bébé, ça m'a beaucoup aidé. Comme je vous disais, par exemple Samuel, lui, n'a pas du tout eu besoin de savoir voilà, ce qui se passait neurologiquement, la construction cérébrale, etc. Moi j'en ai eu besoin. Après c'est vraiment comme chacun le ressent. Moi j'ai eu besoin de savoir comment ça fonctionnait scientifiquement, et pour ça les livres de Catherine Guéguen sont vraiment exceptionnels. Je vous remettrai encore un article en barre d'infos avec les livres qui m'ont beaucoup aidé dans tout ce cheminement. D'ailleurs il faut absolument que je le mette à jour parce qu'il y a eu plein d'autres lectures hyper intéressantes. Mais c'est vrai que ce genre de livre qui vous explique comment ça fonctionne, qui vous parle en termes scientifiques sans que ce soit trop compliqué, mais juste que ça vulgarise entre guillemets tout ce fonctionnement, toute cette mise en place, et de savoir voilà, qu'à tel âge, qu'est-ce que mon enfant est en train de vivre à l'intérieur, quelles sont les choses qui se mettent en place dans son corps, au niveau hormonal, dans sa tête. C'est hyper intéressant et moi ça m'a beaucoup
beaucoup aidé parce que ce sont des faits qui sont assez justes entre guillemets, même si bon, la science évolue bien sûr, mais aujourd'hui on a cette capacité là et cette chance d'avoir ces connaissances, et moi je sais que ça m'a beaucoup aidé, donc je ne pouvais pas ne pas vous en parler dans cette vidéo, mais vraiment si vous sentez le besoin vous de vous informer, d'écouter des podcasts, des émissions, d'aller sur des sites, de partager avec d'autres parents, dans des groupes, c'est peut-être aussi parce que c'est votre moyen à vous, comme moi j'ai pu l'avoir, de vous rassurer et de construire ce socle de connaissances qui, dans une situation qui vous échappe, permet de dire ok, là qu'est-ce qui est en train de se passer, comment est-ce que je peux réagir, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, pourquoi est-ce que on en est là entre guillemets. Et enfin le dernier point de ces 4 points, c'est la communication. On parle beaucoup de communication non violente, c'est quelque chose qu'on essaye d'appliquer aussi dans notre couple avec Samuel. On avait beaucoup d'automatisme par rapport à Gaspard, quand il va renverser son verre d'eau, au lieu de lui dire oh là là mais tu as renversé ton verre d'eau, on va plutôt lui dire oh, il y a de l'eau sur la table, on va nettoyer. Ça change en fait la façon de dire les choses, et quand avec Samuel on a des choses à se dire, parce que comme dans tout couple on a des choses à se dire, il y a des situations sur lesquelles on a des désaccords, on essaie de ne pas non plus être dans l'accusation, employer le tu, on essaie d'exprimer ce qu'on ressent, on parle en termes de besoins, de nos besoins. Et souvent dans l'éducation bienveillante, positive, vous appelez ça comme vous voulez, on a l'impression qu'en fait les parents s'oublient et qu'en gros on essaie d'être une mère parfaite, on oublie complètement nous, qui on est, nos besoins, notre demande, et qu'on est tous sur l'enfant, centrés sur l'enfant. Et pour moi c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'en se reconnectant aux besoins de notre enfant, on arrive à se reconnecter à nos propres besoins et à savoir ce qu'on veut. Et si vous regardez dans la société le nombre d'adultes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ne savent pas identifier leurs besoins, qui n'arrivent pas à exprimer leurs demandes, et de façon bienveillante et respectueuse, et qui sont souvent dans la violence ou dans la colère ou dans la tristesse. Moi je pense que ça vient forcément de quelque part, et je trouve que travailler là-dessus aussi dans le cercle familial c'est hyper intéressant. Donc ce côté communication, parler de ce qu'on ressent, parler de nos besoins quand on a envie d'avoir une discussion avec l'autre, ça change beaucoup de choses et ça évite de braquer l'autre. Parce que quand je vais te dire tu t'as pas rangé tes affaires, il y en a partout, moi j'en peux plus, c'est beaucoup plus agressif que si je te dis moi j'ai besoin de calme, là j'ai besoin d'ordre, j'ai besoin de me reposer, l'ambiance dans laquelle on est elle est pas sereine, donc là j'ai vraiment besoin que ce soit rangé. Le besoin est le même, celui que ce soit rangé, mais la façon de le dire et la façon dont c'est reçu et perçu n'est pas la même. Et nous ça nous a beaucoup aidé aussi dans notre couple, en se mettant à la hauteur de Gaspard et en ayant cette façon de communiquer. Dans notre couple on essaye aussi d'appliquer ça dans nos demandes et comme je vous disais dans nos désaccords, et on se rend compte que c'est beaucoup plus sain en fait comme façon de se parler. En tout cas nous c'est vraiment ce qui nous correspond et ça va dans la continuité de ce qu'on essaye de mettre en place. Donc la communication, apprendre à dire les choses autrement, à ne pas forcément utiliser tout le temps la négative, ça change beaucoup de choses je trouve dans la façon d'échanger et de communiquer. Et moi je le ressens, je sens que Gaspard ne perçoit pas les mêmes choses selon la façon dont on lui dit en fait. Une autre chose qui m'a beaucoup aidé c'est le concret. Alors je vous disais il n'y a pas de recette, il n'y a pas de phrases toutes faites qu'on peut appliquer, mais il y a des situations concrètes qui aident à visualiser et à se rendre compte de ce qui peut être mis en place. Pour ça moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est les comptes Instagram d'autres mamans, d'autres familles qui partagent les mêmes valeurs que moi et qui sont dans un quotidien, qui sont pas là en train de s'inventer une vie et qui partagent vraiment naturellement ce qu'ils sont en train de vivre avec leurs propres enfants. Peu de parents autour de nous qui ont des valeurs similaires aux nôtres. Alors nos amis sont dans la même dynamique que nous avec Gaspard etc, mais ils n'ont pas encore d'enfants. Ce que je veux dire par là c'est que parfois les réseaux ça peut servir aussi à ça, à se créer un cercle entre guillemets de personnes avec qui vous partagez des valeurs pour échanger, pour parler des moments aussi un petit peu plus compliqués. Et moi c'est vraiment un réseau social qui m'a beaucoup aidé avant ma grossesse, pendant ma grossesse et encore aujourd'hui. J'ai une story à la une sur Instagram avec les comptes des mamans et des papas et des familles qui m'inspirent. J'essaye de le mettre à jour assez régulièrement, donc si jamais ça peut vous aider à trouver des personnes peut-être qui vous parlent et qui résonnent en vous. Le groupe Facebook ça m'a énormément aidé. Il y a le groupe Enfance épanouie sans VEO que j'aime beaucoup, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Alors il y a un questionnaire à remplir avant de rentrer sur le groupe pour être sûr d'être en accord avec ce qui est diffusé sur le groupe. Il se place toujours du point de vue de l'enfant, on ne fait pas l'apologie de violence, on est vraiment dans un échange respectueux, de remise en question aussi, donc c'est très important. Mais moi ça m'a beaucoup aidé, j'ai pas forcément écrit, participé, posté des posts, mais j'ai beaucoup lu, parce qu'avoir le témoignage des autres c'est hyper enrichissant et parfois même si c'est des gens qu'on connaît pas on peut se reconnaître dans certaines situations. Et il y a aussi des événements de rencontres et je vais vous faire un petit teaser dans cette vidéo, mais le 22 juin à Montpellier on organise une rencontre parents, enfants et plein de mamans
mamans aussi qui sont sur Instagram. Je serai présente avec mon petit loup et Samuel. Plein d'ateliers sont prévus. Voilà, c'est l'association Happy Milk qui a été fondée par 4 mamans qui sont aussi sur Instagram. Je vous mettrai le lien de l'événement en barre d'infos avec le site internet. C'est un événement qui est payant parce que on tenait vraiment à vous proposer quelque chose de qualitatif, donc c'est un lieu qu'on a dû louer. Il y a plein de partenaires qui vont venir vous proposer des ateliers cuisine, vous allez pouvoir bénéficier de cours de portage. Cours de portage en individuel c'est 50 € et là le billet adulte est à 15, donc vraiment on a essayé de faire le plus avantageux possible. On ne se fait aucun bénéfice sur cet événement. Tout l'argent qui est injecté dans les billets sert à payer l'événement et à vous faire quelque chose de bien. Donc je vous mettrai le lien pour les Montpelliérains si ça vous intéresse en barre d'infos. Si le 22 juin vous êtes disponible, ce serait avec plaisir de vous rencontrer autour de tous ces sujets là. Et je vous en parle dans cette vidéo parce que finalement cette association que Marie, Julie, Honorine et Mathilde ont créée, c'est vraiment pour moi un maillon essentiel à cette chaîne de parentalité respectueuse, tout ce que vous voulez, parce que l'échange, il n'y a rien de plus précieux pour moi que l'échange entre familles, que la rencontre, que le fait de parler, de partager ses expériences et d'être avec des personnes qui sont sensibles à tout ça en fait, à tout ce dont on parle là. Donc participer à cet événement et l'accueillir à Montpellier, c'est hyper important pour moi. Voilà, donc je profite de cette petite vidéo pour vous en parler, mais je vous en reparlerai. En tout cas, le site est déjà en ligne, vous pouvez déjà prendre vos billets, il y a des places très limitées par contre, donc voilà, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Je vous conseille aussi d'utiliser des supports qui vous correspondent, j'en ai déjà parlé pas mal là au cours de cette vidéo, mais utilisez des supports qui vous parlent, que ce soit le livre, le podcast, mais aussi le coaching parental. Il y a des accompagnants et des accompagnantes en parentalité qui sont formés et qui vous accompagnent dans vos problématiques avec un suivi un peu plus personnalisé. Nous, je sais qu'avec Samuel, on est dans un groupe qui s'appelle le Cercle des parents apaisés et ça nous aide beaucoup en fait parce qu'il y a plein d'exercices, il y a plein d'explications. On peut être vraiment encore une fois dans l'échange et comprendre aussi des situations de blocage, nos propres limites, nos propres réflexes violents aussi, parce que bien sûr on a des situations où on se retrouve un peu bloqué, où on a des doutes, où on a besoin de faire un travail sur nous. Et ça m'amène au dernier point qui est hyper important, si ce n'est pour moi le plus important, faire un travail sur soi, faire un travail sur ce qu'on a vécu, sur notre enfance, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'il en reste aussi, parce que on minimise beaucoup ce qu'on a pu vivre en tant qu'enfant. Il s'agit pas de culpabiliser ses parents, il s'agit pas de les pointer du doigt, chacun fait comme il peut au moment où il le fait. Nos parents ont certainement mieux fait entre guillemets que nos grands-parents qui eux-mêmes avaient, voilà. On essaye simplement d'aller vers un cheminement où on va tous dans le bon sens et parfois se poser, avoir une discussion avec ses propres parents ou même suivre une thérapie, ça peut vraiment vous aider dans votre propre positionnement par rapport à votre enfant. Et moi je sais que ça m'a énormément aidé de me poser les bonnes questions, d'avoir des conversation aussi avec mes parents, de discuter de tout ça, de dire qu'il y avait des choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord, que je ne souhaitais pas reproduire avec mon fils. Quand on fait ce propre cheminement, ça nous aide aussi à avancer, je trouve, dans notre famille et dans notre vie en général. Et comme je vous disais, pas forcément que dans notre cercle familial, ça peut aussi être le cercle professionnel, ça peut être aussi le cercle social. Dans tous les cas, je trouve que faire un travail sur soi et se poser la question et accepter ce qu'on a vécu ou pardonner aussi des choses voilà, qui nous semblent injustes. Et personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans mon rôle de maman, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot rôle, mais en tout cas dans ma vie de maman, ça m'a beaucoup aidé. J'espère que cette vidéo aura pu répondre aux nombreux questionnements que je reçois. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous par message privé, surtout sur Instagram. Voilà, je discute avec beaucoup de papas, beaucoup de mamans, et c'est hyper enrichissant, même si des fois on n'est pas toujours d'accord. Moi, tant que c'est constructif et qu'on arrive à débattre dans le respect et la bienveillance, c'est toujours un plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao ciao.